Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rôtisserie culturelle et aujourd'hui petite vidéo follow-up sur Fire Punch comme vous aurez pu le constater avec ses couvertures. Donc tout d'abord je vais vous dire ce que je vais faire, hein. Il y aura deux vidéos, l'une sur le tome 2 et l'autre sur le tome 3 vu que je les ai achetés et lus à la suite. Mais les critiques vont être bien différentes d'un tome à l'autre, hein. Du coup c'est ce qui explique que je ferai deux vidéos au lieu d'une. Je vais aussi tenter de faire une première partie critique sans spoil, suivie d'une partie légèrement plus détaillée avec spoiler, hein, pour ceux qui ont déjà lu ou ceux qui s'en battent les couilles. Donc là, le tome 3, ce sera pour plus tard. Partie sans spoil, donc. Alors, ce deuxième tome tient-il les promesses du premier tome? Eh bien, je dirais que oui et non, et plutôt non que oui. Hein, ce tome, il est beaucoup moins orienté action et l'auteur dirige son histoire d'une façon certes originale, mais qui donne une sorte de coup d'arrêt en nous sortant presque du récit initial par l'introduction de nouveaux personnages. Hein, il y a quand même son lot de scènes épiques et le récit avance néanmoins un peu. Donc en résumé, je dirais que c'est quand même un tome en demi-teinte qui casse le rythme comparé au premier tome. C'est un tome qui fait un peu peur par la suite, pour la suite du récit. Même si, bon, on le verra lors de la deuxième vidéo. Euh, Ce sera bien différent avec le tome suivant. Donc, passons au côté un peu plus spoiler, hein. Donc, vous pouvez arrêter là si vous voulez pas vous faire gâcher la suite. Hein, donc, on avait quitté l'épisode précédent avec notre héros, Agni, qui se faisait terrasser par l'homme qu'il traquait afin d'assouvir sa vengeance. Hein. Sa vengeance qui était de tuer l'homme qui a tué sa sœur. Donc au final, bien entendu, le héros réussit à se régénérer entièrement, hein, sinon il n'y aurait pas 8 tomes à cette série. Mais néanmoins, il se fait quand même capturer, hein. On le décapite et on enveloppe sa tête dans du tissu ignifuge, puis on le met dans une boîte pour pas qu'il se régénère, hein, et pour pas qu'il brûle quoi que ce soit. Et quasiment, enfin la moitié du tome, je dirais, c'est le voyage donc des méchants qui prennent la tête pour l'emmener vers la mer à bord d'un train pour s'en débarrasser définitivement. Puisqu'a priori, on peut se débarrasser des immortels comme ça en leur balançant leur tête dans l'océan. Sauf que rapidement, l'auteur introduit le personnage de Togata. Hein. Togata, on l'avait vu vite fait dans le tome précédent. Hein, donc Togata, c'est elle. Euh, et force est de constater que bien que son personnage donne un point de vue intéressant au récit, il casse complètement le rythme et l'histoire. La particularité du personnage tient du fait que c'est une passionnée de cinéma, qui est un art disparu à ce moment-là, et elle souhaite réaliser le film de sa vie en suivant l'histoire d'Agni, puisque toute sa collection de films a été détruite par le feu, et donc elle veut créer un nouveau film, puisqu'elle dispose d'une caméra. Donc voilà. Et c'est là que le problème réside, parce qu'en fait, en parlant beaucoup des scènes qu'elle filme, ou qu'elle souhaite filmer, elle nous sort complètement de l'histoire, puisqu'en fait, elle a sa caméra, et dès qu'il y a une scène qui se passe dans le manga, elle va dire «Ah, j'aurais préféré tel truc», ou «Ah, cette scène, ça veut dire que si, ça, bref. C'est un peu comme si on regardait un film et qu'à chaque scène, le réalisateur, il faisait un arrêt sur image en disant «Bon, alors là, voici ce que j'ai voulu dire», hein, au lieu de nous laisser vivre l'histoire et de l'interpréter nous-mêmes, ce qui est une bonne partie quand même de l'intérêt de lire un livre ou de regarder un film. Du coup, ça nous sort complètement du récit et par moments, au lieu de nous laisser apprécier ce que l'histoire devrait nous dire naturellement, on est là à nous voir expliquer ce que ça voudrait pouvoir dire. Donc, hormis en cette gimmick problématique, le reste de l'histoire reste intéressant, puisque à partir du moment où on sort du train, c'est beaucoup plus intéressant, notamment dans le fait que dans ce tome, la plupart des élus rencontrés, et donc des ennemis qu'il faudra affronter, c'est aussi des immortels. Enfin, des immortels, ils ont tous le pouvoir de régénération, à plus ou moins poussé, comme le héros, et comme Togata. Hein, et concernant deux d'entre eux, donc on avait vu Togata, mais il y a aussi dans le lot Judas, qui est voilà, une, une femelle. Euh, et c'est elle qui ressemble à la sœur du héros. Donc on apprend que ces deux immortels sont en vie depuis plusieurs centaines d'années, ce qui leur pose quand même quelques problèmes, puisque Judas semble complètement
impassible à tout ce qui pourrait arriver, alors que Togata, elle, est complètement instable. Ça donne un angle intéressant, hein, du coup, aux immortels qui vivent excessivement longtemps. Ensuite, après l'épisode du train et l'arrivée de Togata, ça prend à peu près la moitié du tome, hein. Après, c'est pas entièrement raté cette partie, puisque ça donne quand même lieu à des passages vraiment très jolis dans l'ultra-violence, hein. On a notamment une page franchement pas mal où elle découpe le bonhomme, un des méchants. Je sais pas si je vais le retrouver. Ah, voilà, c'est double page fantastique, hein. Et bon, ça c'est au moins pour ce genre de truc, ça vaut le coup. Mais bon. Après, on arrive près de la mer, dans laquelle il voudrait lancer la tête d'Agni pour le tuer, sauf que il se régénère directement, hein. Et ce qui lui permet de renaître de ses cendres une fois de plus, dans un passage vraiment iconique, quand il se hisse hors de l'eau, hein. Ça, c'est vraiment un moment vraiment pas mal. Bon, je sais pas si je vais réussir à le trouver, peu importe, mais bref, quasiment toutes les scènes où il y a Agni sont magnifiques, hein. Donc ensuite, ils partent avec Togata et une autre nana, hein, qu'ils ont sauvée, une petite fille, afin d'aller se préparer à la guerre pour le tome suivant. Mais justement, avant de clore ce tome, l'auteur fait une énième bourde, j'ai envie de dire, dans ce tome, puisqu'il nous balance carrément la résolution prématurée d'un des points clés de l'intrigue, hein. Je vous rappelle, depuis le début, la Terre est plongée dans une espèce d'ère glaciaire, et on nous explique que c'est dû au fait qu'il y a une élue qui a un pouvoir sur la glace et qui a plongé la Terre dans cette ère glaciaire. Or, là, à la fin, il y a Togata qui va voir le méchant et qui nous explique de but en blanc qu'elle sait très bien la vérité et qu'en fait, cette nana, donc la reine des glaces, on va dire, elle n'existe pas, que c'est une invention du gouvernement afin d'expliquer l'ère glaciaire, puisqu'en fait, on est dans une réelle ère glaciaire qui ne fera qu'empirer et à terme, l'espèce humaine disparaîtra. Donc, on nous balance la résolution de cette intrigue sans que ce soit une révélation, c'est Togata qui le dit clairement. Et au tome 2, hein, alors qu'on aurait pu avoir du suspense, qu'est-ce qui va se passer avec cette reine des glaces, est-ce que notre héros qui est de l'élément du feu, il va finir par la rencontrer, est-ce qu'ils vont se bastonner, et la terre recouvrera son aspect normal, enfin bref, tout ça, donc pouf, direct, sans faire monter la sauce ni quoi que ce soit, on nous clôt ce point de l'intrigue. Donc, pour résumer, hein, on a un tome vraiment faible comparé au tome précédent. Toutefois sauvé de justesse quand même par des scènes où Agni fait encore étalage de ses pouvoirs et où l'auteur arrive parfaitement à représenter le côté divin qu'il veut donner à son personnage, hein, avec des dessins, je trouve, vraiment plaisants dans les scènes d'action. Donc, voilà. Ce tome, il faisait vraiment peur quant à la suite de cette série. Si j'avais acheté que le tome 2 sur le tome 3, je me serais vraiment posé la question, hein. Mais heureusement, j'ai pas fait ça et j'ai acheté le tome 3 en même temps. Et alors là, ce n'est pas pareil.